Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre 156e briefing. Nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir nos deux intervenants, alors dans un format hybride, comme on dit de nos jours, avec donc Arnaud qui nous fait l'honneur de sa présence à Moscou en présentiel donc, et visiblement Igor est dans un pays ensoleillé dont il profite, parce qu'il a une bonne mine qui nous réjouit tous, et il aura certainement plein de bonnes nouvelles à nous donner également. Mais on va néanmoins continuer nos bonnes habitudes et commencer avec Arnaud pour des sujets plus politiques et économiques. Merci, Président. À défaut de bonnes nouvelles, en effet, quelques actualités économiques. Tout d'abord, des nouvelles du budget fédéral et plus particulièrement des rentrées pétrogazières qui sont assez largement en deçà des objectifs fixés par le gouvernement. Sur les 6 premiers mois de l'année, manque un peu plus de 550 milliards de roubles, c'est-à-dire un peu plus de 5 milliards d'euros au cours actuel. Pour le mois de juin, l'écart entre la cible budgétaire et les recettes pétrogazières représentait 42 milliards de roubles qui seront compensés par des ventes de yuan. Alors que anticipe-t-on à court terme? Probablement une réduction de ce problème, d'une part en raison de la réduction du décalage entre le prix du brut russe vendu notamment en Asie et le Brent. À titre d'exemple, les contrats portant livraison en août, contrats concernant des clients chinois et des livraisons via le pipeline qui aboutit en Extrême-Orient, et bien pour cette marque de brut russe-là, l'écart n'est que de 4 dollars par baril. Il y a deux autres facteurs qui devraient jouer. D'une part, l'affaiblissement du rouble, sur lequel je reviendrai, et par ailleurs, le ministère des Finances finalise de nouvelles propositions relatives à l'imposition du secteur pétrolier, et en particulier les compagnies pétrolières qui, ces dernières années, recevaient des compensations financières pour le raffinage, eh bien, devraient voir ces subventions disparaître assez rapidement. Deuxième nouvelle qui est probablement liée à la première d'ailleurs, le ministre des Finances, Anton Siluanov, aurait proposé, à l'occasion d'une réunion interministérielle consacrée aux projections budgétaires, des coupes de 10% pour tous les ministères, hors dépenses sanctuarisées, c'est-à-dire évidemment les salaires, les retraites, etc. etc. Autre élément intéressant, le représentant de la Banque de Russie, sans surprise, se serait opposé au scénario d'un recours à l'endettement, alors même on le sait que la Russie est très peu endettée. Des nouvelles de la diversification, du tournant vers l'Est, plus précisément. On apprend que 130 000 automobiles d'occasion ont été importées par des particuliers via le port de Vladivostok au cours du premier semestre de l'année. C'est 2 fois plus qu'au cours de la même période de 2022. Les ventes d'ordinateurs portables qui ont reculé de 11,5% en unité sur les 5 premiers mois de l'année. C'est intéressant en soi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les marques chinoises représentent désormais 40% du marché russe. J'en viens maintenant à un sujet qu'on a déjà exploré ces derniers jours, ces dernières semaines, l'érosion du rouble, qui a franchi aujourd'hui le seuil des 100 pour 1 euro, à la fois à la bourse de Moscou, mais également le cours officiel de la Banque de Russie. Cela, évidemment, a suscité des commentaires, un certain émoi. La présidente de la Banque de Russie, Madame Nabiulina, a déclaré finalement que ça traduisait les évolutions du commerce extérieur et plus précisément la réduction du solde positif du commerce extérieur, qui sera environ probablement de 60 à 70 milliards cette année contre 200 l'année dernière, année tout à fait exceptionnelle. La présidente de la Banque de Russie a persisté, si j'ose dire, dans son argumentaire sur la nécessité de maintenir un cours flottant du rouble. Le patron de Sberbank, Hermann Greff, pense quant à lui que
le rouble est de nouveau sous-évalué, qu'il devrait se raffermir dans les semaines qui viennent sans pour autant revenir au niveau de l'année dernière. Je rappelle qu'il y a un an, le dollar était à 55. Mais à l'époque, on s'en souvient, il n'y avait pratiquement plus d'importation en Russie. Et à l'époque, les prix des hydrocarbures étaient importants et la Russie, à l'époque, exportait encore beaucoup de gaz via les Nord Stream, en tout cas Nord Stream 1. Les effets attendus de cette érosion du rouble, ils sont d'ores et déjà connus, c'est l'inflation. On a appris d'ailleurs que plusieurs chaînes de grande distribution allaient augmenter les prix de l'électroménager de 10 à 15% dans les jours à venir. J'en viens au sujet politique avec une nouvelle centrale, une nouvelle importante qui date de mardi 4 juillet. La journaliste Elena Melachina, qui travaille à Novaya Gazeta, qui est une édition bien connue, mais qui ne sort plus en Russie depuis l'année dernière, et l'avocat Alexandre Nemov ont été très violemment agressés en Tchétchénie alors qu'ils se rendaient à un procès. Ce qui est intéressant et surtout important au-delà de cette situation extrêmement inquiétante, des photos ont été publiées des blessures qui sont importantes et très inquiétantes, c'est la réaction politique, les réactions politiques à Moscou en particulier, de la part de parlementaires, de la part du Kremlin, du parquet général qui a ouvert une enquête criminelle. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que en réalité, ce type d'incident n'est pas rare, malheureusement, en Tchétchénie, et il ne donne pas toujours lieu à des réactions politiques aussi nombreuses et aussi évidentes. Comment l'expliquer? Peut-être, est-ce qu'il s'agit d'un signal adressé à Kadyrov, qui était un peu sur la défensive ces dernières heures et qui ne s'attendait pas manifestement à de telles réactions? Peut-être que certaines personnes à Moscou considèrent qu'il était devenu un peu trop, si ce n'est puissant, en tout cas central, après les événements du 24 juin, événements au cours desquels, je le rappelle, ce sont les unités tchétchènes qui avaient été envoyées vers Rostov et vers Moscou pour, le cas échéant, réduire les miliciens de Wagner et protéger la capitale russe. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Merci. Alors, il y a déjà quelques questions. Est-ce que le cours du rouble qui s'effondre un peu, est-ce que ça peut être perçu, notamment par l'Occident, comme un effet des sanctions? Je ne pense pas. Et, alors la perception, il y a toujours des narratifs, surtout quand les choses ne vont pas très bien ou ne sont pas conformes au scénario imaginé. On invente des narratifs. Bon, en l'occurrence, ça n'a vraiment pas grand-chose à voir avec les sanctions. Il s'agit d'une contraction des exportations, hein, notamment des exportations pétrogazières, et d'une reprise des importations, y compris des importations parallèles. Donc, encore une fois, le solde du commerce extérieur sera positif, largement, mais dans des proportions sans doute 3 fois moindres que l'année dernière. Il y a aussi des phénomènes ponctuels que j'avais évoqués, c'est-à-dire la fin de la période fiscale. Encore une fois, on peut s'attendre à ce que ça se poursuive encore un petit peu. Pourquoi? Parce que le gouvernement, en tout cas certains membres du gouvernement, ont déclaré que la zone de confort, entre guillemets, pour le rouble se situait entre 90 et 100 pour le dollar. Donc aujourd'hui, le dollar est à 93, donc le gouvernement est plutôt favorable à cette nouvelle réalité sur le marché d'échange. On parlait de la capacité théorique d'endettement, mais auprès de qui l'État pourrait s'endetter? À l'intérieur ou à l'extérieur, et qui à ce moment-là? Il y a beaucoup d'argent qui circule actuellement en Russie, donc il pourrait y avoir de l'endettement intérieur, des obligations d'État. Il y a beaucoup de marge. Ceci dit, la Banque centrale ne le souhaite pas. Alors, il y a un aspect idéologique évident. L'État craint des distorsions vis-à-vis des emprunteurs privés. Et de façon
assez attendu en réalité. Vladimir Poutine, sur ces questions-là, fait preuve d'une très grande orthodoxie de vue et suit généralement les propositions des libéraux et des monétaristes. Alors aussi, c'est un autre point technique, les fameuses voitures d'occasion arrivant à Vladivostok, elles viennent toujours du Japon. Alors, on n'a pas de précision, mais oui, majoritairement avec donc les volants à droite. Voilà, à droite, ouais, les grands classiques, ça va encore augmenter la sécurité routière en Russie. Alors, on a plusieurs questions. En plus, donc, la journaliste agressée est parfois présentée comme liée à des trafiquants et terroristes anti-russes. Qu'en est-il vraiment? Bon, ni l'un ni l'autre, ni les trafiquants ni les terroristes. Il est vrai qu'elle travaille à Nouvelle Gazette, dont on connaissait les positions, et en particulier sur la Tchétchénie. On se souvient que bon, il y a eu une journaliste de Nouvelle Gazette, Mme Politkovska, qui a été assassinée en 2006. Il semblerait que les traces de l'enquête qui n'a pas abouti mènent jusqu'en Tchétchénie. Donc voilà, manifestement, Mme Michelina travaille sur des sujets sensibles et qui dérangent, c'est une évidence. Alors, il y a quelques questions, mais ils seront, je pense, plus adressées à Igor. Donc, Igor, on va te passer la parole. Et après ça, on aura déjà, oui, quelques questions qui sont arrivées. Merci Gilles. Bonjour à tous. Alors je vais commencer par l'ineffable point sur l'état de l'aide militaire à l'Ukraine avec deux informations aujourd'hui principalement à retenir. Tout d'abord, une information en provenance des États-Unis, puisque selon plusieurs médias américains, les États-Unis prendraient dans les jours qui viennent, dans les tout prochains jours, même une décision concernant la livraison possible de bombes à sous-munitions pour l'Ukraine. Alors, ce sont deux types de munitions que les Ukrainiens réclament depuis des mois. Pour la livraison de laquelle les Américains, jusqu'à présent, disons, jouaient la montre, rechignaient. Alors, quelques éléments sur ces bombes à sous-munitions. Tout d'abord, en quoi ça consiste, hein, ce sont des bombes qui, une fois tirées, lorsqu'elles explosent au sol ou légèrement au-dessus du sol, vont vitrifier tout un périmètre avec des billes métalliques, des espèces de petites billes métalliques qui vont aller déchiqueter, détruire tout ce qui se trouve dans un périmètre de plusieurs centaines de mètres carrés, et qui servent donc principalement en fait à détruire de l'infanterie hein, qui serait stationnée dans la zone qui est touchée. Ce sont des types de munitions qui sont interdits depuis 2010 par le traité sur l'interdiction des armes à sous-munitions qui est entré en vigueur donc en 2010 et auquel 123 États sont partis, 123 États, sauf la Russie, les États-Unis, l'Ukraine, plus toute une kyrielle d'États qui ont des mailles à partir avec leurs voisins, par exemple l'Algérie, le Maroc, qui n'ont pas signé, l'Inde et le Pakistan, ou l'Inde et la Chine, dont j'ai déjà précisé. Israël aussi, qui de toute façon ne signe rien, n'a pas signé non plus ce traité, l'Iran non plus, les monarchies du Golfe non plus. Mais en tout cas, il y a un traité international qui interdit à la fois leur production, leur stockage, leur transfert et leur emploi. Évidemment, ça ne concerne pas j'allais dire, les parties au conflit, aujourd'hui directes ou indirectes, hein. Mais voilà, ce sont donc des munitions, disons-le, qui sont assez, évidemment, très, très controversées. Deuxième information, elle nous amène aux Pays-Bas avec un chiffre. Les Pays-Bas, à ce jour, ont dépensé pour 1,9 milliard de dollars d'aide militaire à l'Ukraine. Alors, je rappelle que les Pays-Bas, on en a parlé dans nos briefings dans le cadre notamment des discussions qu'il y avait à l'époque, à la fin de l'année dernière, autour des blindés, des chars, des léopards. Mais maintenant, on en parle aussi dans le cadre de la coalition dite des F-16, hein. Mais dans cette somme de 1,9 milliard rentrent évidemment à la fois des livraisons d'armement, mais aussi des munitions, puis du matériel médical, enfin différents matériels qui rentrent dans cette classification, cette nomenclature de matériel militaire. J'en viens maintenant à la diplomatie, ou ce qu'il en reste, avec une première information publiée par NBC News tout à l'heure, qui relate des rencontres secrètes entre Russes et Américains au printemps, qui se sont tenues à plusieurs reprises, notamment aux États-Unis et en Russie, pour discuter, je dirais plutôt pour poser les bases d'un futur dialogue en vue de conclure un cessez-le-feu en Ukraine. Alors, ce sont des rencontres qui n'étaient pas officielles, sauf dans un cas où M. Lavrov était présent en avril à New York. Donc des rencontres qui se sont tenues à plusieurs reprises, qui ont impliqué des représentants généralement non officiels des deux pays, sauf dans le cas que j'ai évoqué de Lavrov en avril, qui a impliqué donc des chercheurs, des spécialistes, des experts de think tank,
par exemple, mais également des anciens diplomates qui maintenant étaient reconvertis dans ces centres de recherche, par exemple, qui donc n'agissaient pas en disposant d'un mandat de la part de l'État, puisque ce sont des rencontres qui n'étaient pas donc officielles, mais de par la légitimité des personnes qui ont assisté à ces rencontres, de par leur parcours, de par leur carnet d'adresses, on comprend bien qu'elles ont vocation à servir d'interface entre les deux pays et à préparer le terrain pour de futures rencontres qui, elles, seront officielles. La question est de savoir quand. Alors évidemment, le but de ces rencontres, c'était, comme je l'ai dit, de discuter des modalités d'un futur cessez-le-feu. Dans ce genre de rencontres qu'on appelle en anglais, c'est le track-two en fait, hein, donc c'est-à-dire des rencontres non officielles, mais qui servent à faire passer des idées, à tester des idées dans le cadre de ces discussions à huis clos, et lesquelles idées sont ensuite remontées par les partis auprès de leur gouvernement de manière, j'allais dire, discrète, une fois de plus, en lien avec le carnet d'adresses et le parcours de ces différentes personnes. Donc ces rencontres-là se sont tenues. Elles sont donc tenues, ce qui est intéressant de relever, avant le début de la contre-offensive ukrainienne, qui a débuté en début juin. Au printemps, on l'a dit à plusieurs reprises, au moins à 2, voire 3 reprises. Ce qui est intéressant, c'est que cette révélation faite tout à l'heure, une fois de plus, il n'y a pas longtemps, par NBC News, vient alors que hier ou avant-hier, je ne sais plus, Newsweek publie un très très long papier très documenté sur disons, les activités de la CIA en lien avec le conflit en Ukraine, et dans lequel beaucoup d'informations sont exposées sur les différentes implications, différents canaux, les différentes, je dirais, activités déployées par la CIA dans le cadre de ce conflit, via la Pologne, via d'autres alliés. Et donc, alors évidemment, on imagine bien que tout ceci a été fait avec l'onction de cette officine, enfin de cette agence, hein. Mais la question est de savoir pourquoi finalement ces articles sortent maintenant. Et moi, je le relie au contexte de l'approche de Vilnius, notamment du sommet de Vilnius de l'OTAN, hein, qui se tiendra donc le 11-12 juillet prochain, dans quelques jours. D'une part, d'autre part, du mécontentement exprimé publiquement par les responsables ukrainiens sur la façon dont va se tenir ce sommet. En gros, ils comprennent qu'on ne leur proposera pas d'appartenance à l'Alliance, qu'il y aura un conseil Ukraine-OTAN qui va être créé, mais manifestement, ça ne suffit pas à Kiev, et de ce mécontentement qui est exprimé publiquement, et parfois de manière quand même assez brute, hein, par les Ukrainiens, et qui semble quand même faire grincer des dents en Occident, surtout lorsqu'on voit les sommes qui ont été dépensées. On en a parlé ici même il y a quelques jours, hein, à la fois en aide financière, économique, mais aussi en aide militaire. Donc c'est peut-être un moyen aussi de faire passer un signal et de dire que beaucoup de choses ont déjà été faites et que beaucoup de choses sera encore fait probablement, mais qu'il ne faut pas non plus voilà, aller trop loin dans ces critiques de la part des Ukrainiens. Deuxième information, toujours de nature diplomatique, autour de l'accord céréalier, dont on sait qu'il arrive à échéance le 17 juillet prochain. Il y a eu des déclarations faites à la fois par le MID, ministère russe des Affaires étrangères, mais aussi par Dmitry Medvedev, donc le vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération, ces derniers jours, qui vont dans le sens finalement d'un possible abandon de ce texte, une possible sortie de la Russie de ce texte. Je rappelle que le MID a fait une déclaration assez complète mardi, en résumant finalement les conditions qui avaient été posées par la Russie il y a quelque temps, et en revenant principalement sur 5 de ces conditions, à la fois la reconnexion au SWIFT de la banque de Rossel-Rosbank, la livraison des pièces détachées, le service et la maintenance des machines agricoles en Russie, la question également du pipeline Toleatti-Odessa qui a été partiellement détruit récemment, celui de la logistique internationale avec l'assurance, la finance et le transport, et enfin le dégel des actifs des personnes placées sous sanction qui sont en prise avec le complexe agro-industriel russe. Eh bien, le MID dresse le constat que sur aucun de ces points les choses n'avancent et que par conséquent à ce jour il n'y a aucun intérêt pour la Russie à rester dans l'accord. En substance, Dmitry Medvedev dit la même chose dans un long papier qu'il a publié hier dans Rossiyskaya Gazeta. Seul Dmitry Peskov, finalement, est à peine plus nuancé en expliquant hier, dans son point presse, qu'il reste somme toute du temps pour sauver l'accord. Mais on comprend que la tonalité est quand même assez pessimiste pour ce qui est de la reconduction de cet accord céréalier. Alors la question, c'est de savoir est-ce que la Russie bluffe encore après finalement un déroulé assez similaire, mais quoique bien plus court, à l'automne dernier, en novembre, et puis là encore une montée en pression au printemps, avant la reconduction chaque fois, finalement, de l'accord. Est-ce que là, on aura la même chose? Est-ce que la Russie bluffe pour la troisième fois et va reconduire l'accord? Est-ce qu'elle va vraiment sortir? On ne sait pas trop. Moi, intuitivement, j'ai tendance à dire que
pour un tas de raisons, dont le fait qu'il n'y a plus de période électorale en Turquie, tendance à dire que quand même on s'achemine vers un abandon de l'accord par la Russie. Mais il y a certains éléments qui peuvent amener à réfléchir à deux fois, comme la tenue du sommet Russie-Afrique juste après, hein, donc 27-28 juillet, donc 10 jours après la date d'échéance de cet accord céréalier. Et évidemment, une sortie de la Russie jetterait un peu une ombre sur ce sommet Russie-Afrique, mais on pourrait dire que c'est aussi un moyen pour la Russie de faire de la communication, de la pédagogie, de faire entre guillemets de service après-vente auprès des pays africains directement avec eux, avec les responsables en Russie à la fin juillet. Donc, à suivre, mais pour l'instant, je dirais des perspectives quand même assez sombres concernant le sort de cet accord. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors, une première question, les fameuses bombes à sous-munitions, donc la Russie n'est pas signataire de l'accord. Sait-on si elle l'utilise ou l'a utilisé en Ukraine? Alors, la Russie n'est pas signataire de l'accord, elle a des bombes à sous-munitions, elle en a produites, elle en a en stockage, hein, en stock, comme les Américains en ont, hein, comme d'autres pays que j'ai cités en ont. Je ne suis pas en mesure de dire si elle en a utilisé sur le champ de bataille. Moi, j'ai vu des vidéos, comme beaucoup de vidéos sur Telegram, où on voit très clairement que des bombes sont utilisées. Par l'effet que, donc, vu depuis un drone, hein, qui filme un champ de bataille, et puis de ce type de munitions qui explose, et on voit clairement l'impact sur toute une zone extrêmement large de ces microbilles. Alors, le problème avec ces microbilles, entre parenthèses, c'est qu'une partie d'entre elles n'explose pas en réalité à l'impact et donc deviennent de fait des mines ensuite, puisqu'elles n'ont pas explosé. Et lorsque des personnes passent à proximité ensuite, y compris les civils, potentiellement plusieurs mois après, là, elles explosent et elles font des dégâts considérables, hein. Les gens peuvent mourir sur place, peuvent perdre une jambe, des bras, etc. Et c'est aussi pour ça qu'elles ont été interdites. Ce que je peux dire, c'est que ces munitions sont déjà employées sur le champ de bataille. Par qui maintenant? C'est difficile de le dire, puisque bon, depuis un drone, on peut faire dire, enfin, en tout cas, tel qu'on s'est restitué sur Telegram, on peut faire dire beaucoup de choses à ces images, mais elles sont déjà employées sur le champ de bataille. D'accord, donc en gros, ça ne peut pas conduire à une escalade puisqu'elles sont déjà utilisées. C'est un peu ça le sens de la question, je pense, de l'auditeur. Mm. Alors, plus globalement, il y a une question. Entre Stoltenberg, qui remplit la tête de l'OTAN, et von der Leyen, pressenti pour prendre sa suite, soutenu par Biden, c'est la peste ou le choléra pour la Russie? C'est Bah, bonnet blanc et blanc bonnet. Stoltenberg, disons que c'est une solution provisoire, hein, parce que lui-même, de ce que l'on sait, souhaitait quitter le poste, en fait, hein, souhaitait partir. Donc il est prolongé parce étant donné la situation quand même exceptionnelle dans laquelle on se trouve depuis 1 an et demi, je pense que c'est le choix de la continuité et dans la suivi des affaires et des dossiers qui est voulu, en temps de chercher un ou une successeur. Alors effectivement, il semblerait que les Américains n'aient pas validé la candidature de Ben Wallace. Il semblerait que Madame von der Leyen soit dans les petits papiers de l'administration américaine. Bon, maintenant, on va voir. Monsieur Stoltenberg est en poste jusqu'à octobre 2024. Maintenant, d'ici là, il peut se passer quand même encore beaucoup de choses. Là, le calendrier fait sens, hein, puisque l'année prochaine, il y aura des élections européennes. Mm. Donc, théoriquement, Madame von der Leyen arrive au bout de son mandat, donc il y a une logique à tout ça. Est-ce que le conflit en Ukraine sera terminé? C'est une autre question. Et donc va se poser également le remplacement de von der Leyen. A-t-on des pistes? Est-ce qu'on a des bruits de couloir? Est-ce que peut-être des tas de choses qui peuvent se passer? Alors, la Suisse souhaite s'abriter derrière l'Allemagne. Moscou peut-il craindre la fin de ce qui reste de la fameuse neutralité suisse? J'imagine que ça c'est pour question de fourniture d'armes. Non, en fait, bon, la neutralité suisse, de toute manière, elle a quand même été largement écornée, hein, dans cette affaire, hein, depuis pas mal de temps, même si les Suisses essayent de conserver, en tout cas de se démarquer sur certains segments du dossier, certaines pages de ce dossier, notamment les fournitures d'armement dont ils interdisent la réexportation par certains pays vers l'Ukraine. Encore tout récemment, le Parlement suisse a bloqué la possibilité de réexporter par l'Allemagne certains types d'armements pour l'Ukraine. D'ailleurs, ils se sont un petit peu, j'allais dire, c'est un peu l'arroseur arrosé, puisque la législation suisse a évolué récemment, hein, sur le sujet. En fait, enfin, je dis récemment, c'est avant le début du conflit, sur les questions de réexportation d'armement. Et finalement, aujourd'hui, ils sont un peu pris aussi dans un contexte, j'allais dire, législatif domestique par rapport à ce dossier-là. Mais bon, ça, c'est une autre question.
Là, c'est le fameux projet controversé, j'allais dire, dans la famille européenne, de bouclier européen qui est porté par l'Allemagne en coopération avec l'industrie israélienne et l'assentiment des États-Unis de construire un bouclier antimissile européen. Alors, européen, j'ai dit, avec des technologies israéliennes et le blanc-seing américain et toute une partie des pays d'Europe centrale et orientale qui s'alignent sur ce projet et dont la France, finalement, un petit peu en spectateur dans cette histoire. Et c'est partie des dossiers qui empoisonnent la relation bilatérale franco-allemande, parmi d'autres, depuis quelques temps. Donc non, la Suisse, là-dedans, à mon avis, pas pour la Russie, c'est pas vraiment le fond du problème. Alors, une question double. Vovan et Lexus et les blogueurs russes, je crois, ont mis en ligne les canulars avec BHL et Attali. Donc, j'imagine que la deuxième partie fait partie de cette interview. Attali a déclaré que Washington était le maillon faible de la ligne dure contre la Russie. Qu'en pensez-vous? Bah, déjà, bon, celui sur BHL, j'ai pas vu. Moi, j'ai vu celui avec, enfin, j'ai vu très, 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 très rapidement celui avec Attali, qui m'a paru fatigué sur les images, parasé et fatigué. Sachant que les gens qui l'ont piégé se faisaient passer pour, enfin, un d'entre eux se faisait passer pour Poroshenko, en fait, l'ancien président ukrainien. Et donc, la discussion tournait finalement autour de demander des conseils à M. Attali sur comment continuer à maintenir, j'allais dire, une forme d'enthousiasme en Occident autour de la cause ukrainienne et comment, voilà, toujours revitaliser ce soutien. Et M. Attali, parmi les conseils qu'il donnait, disait, écoutez, continuez de vous plaindre du manque de munitions, continuez de vous plaindre en général du fait qu'il faut plus d'ammunition, que vous n'en avez pas assez, qu'il faut plus d'argent. Bon, finalement, ce qu'on voit, ce qu'on entend depuis 1 an et demi. Sur le maillon faible, je ne sais pas si on peut parler de maillon faible, mais ce qui est certain, c'est que au minimum, on peut dire qu'il y a un rôle comme on dirait en anglais, de good cop, bad cop. C'est-à-dire que les Américains sont un petit peu mis dans le rôle du good cop, bon policier, et laissent à d'autres pays jouer le rôle de mauvais policiers, de lignes très dures et intransigeantes, aux Britanniques, aux Polonais, aux Baltes, aux Roumains, aux autres, etc. Ils n'ont pas grand-chose à faire pour bien jouer ce rôle-là. Hein. Ils le jouent déjà très très bien en général. Et les Américains, effectivement, par contraste, à côté, paraissent un petit peu plus, j'allais dire, nuancés sur la forme. Une fois encore, quand on regarde la presse anglo-saxonne, j'ai évoqué quelques titres, on voit quand même des titres très très... il y a des articles qui sont des brûlots contre la Russie, qui disent qu'il faut vraiment soutenir l'Ukraine, d'autres qui appellent un peu à la retenue, à la nuance, enfin, une plus grande diversité quand même de prise de position et de point de vue. Donc c'est voilà, mais je ne parlerai pas quand même de maillon faible. Que l'histoire ne dit pas si M. Attali a facturé ses conseils ou pas. L'histoire ne dit pas si M. Attali a facturé ses conseils ou pas. Peut-être qu'il pourra remplacer Van der Leyen. Hein. Voilà, comme toujours, les conseils. Alors, est-il vrai que Scholz veut vendre des Eurofighters à l'Arabie Saoudite plutôt que les donner à Kiev? J'en sais rien. Non, Voilà, une nouvelle qui vient de la presse russe, probablement ça. j'en sais rien. Alors voilà une question qui va intéresser tout le monde. D'après Vidimosti, les talibans chers à Pavel cherchent à assister au sommet de l'OCS. Comment pourrait réagir la Russie? Alors, tu nous rappelles déjà ce que c'est l'OCS et peut nous dire comment réagirait la Russie à la présence des talibans. Il faudra demander à Pavel, il a parlé avec eux récemment, donc il doit savoir plein de choses. Non, mais l'OCS, j'en parlais lundi, donc c'est l'organisation de coopération de Shanghai, c'est une organisation régionale, on va dire eurasiatique, hein, en gros, qui tenait son sommet, globalement un sommet virtuel en fait, en ligne depuis l'Inde, qui est membre de cette organisation le 4 juillet dernier, donc avant-hier. Donc on y retrouve, je l'ai dit lundi, mais bon, on y retrouve la Russie, on retrouve la Chine, on retrouve la plupart des pays d'Asie centrale, l'Inde et le Pakistan qui l'ont rejoint en 2017, et un certain nombre de pays qui ont une qualité d'observateurs, mais qui souhaitent y rentrer. Donc c'est le cas de la Biélorussie, ce n'est plus le cas de l'Iran, puisque l'Iran, depuis le 4 juillet, est membre de plein droit de l'OCS. La Biélorussie a entamé le processus qui doit mener à son membership. Et un pays comme la Mongolie aussi qui sont observateurs, et des organisations régionales, l'Union économique eurasiatique, l'ASEAN notamment, hein, qui sont l'OTSC, qui envoient des représentants à cette organisation qui dispose d'un volet sécurité, mais principalement à travers la lutte, on va dire, antiterroriste ou des choses comme ça.
mais qui n'est pas aussi militarisé, en tout cas qui n'a pas une vocation militaire comme peut l'avoir l'OTSC, par exemple. Donc, dans ce cadre-là, quelle serait la place des talibans, si tant est que c'est vrai, il faudra demander à Pavel, ça, qui veulent rentrer dans l'OCS? Disons que ça pourrait faire sens, mais il faudra lever les réticences d'un certain nombre de membres de l'OCS qui, à mon avis, ne sont pas forcément très, très chauds, entre guillemets, pour voir les talibans siéger dans la même pièce qu'eux. Surtout le Tadjikistan et l'Iran, je pense, récemment en tout cas. Merci de vos éclairages à tous les deux. On va finir là-dessus, on n'a pas plus de questions. Alors, pour rappel important, vous pouvez déjà noter sur vos calendriers que la semaine prochaine, c'est la dernière semaine où on a le rythme habituel, c'est-à-dire avec des briefings le lundi et le jeudi. Ce sera donc le 10 et le 13 juillet. À partir donc de la semaine suivante, on va passer à un briefing par semaine pendant toute la fin de juillet et le mois d'août. Donc, vous pouvez déjà noter que nos briefings du mercredi, les premiers seront le 19 et le 26 juillet. Vous pouvez toujours retrouver donc tous ces briefings sur YouTube et je vous conseille vivement d'activer la cloche d'abonnement puisque ça vous permet d'avoir un petit rappel de YouTube pour vous dire que la dernière vidéo a été publiée, donc ça va évite d'éviter. Et pour nous, on a un meilleur référencement, donc tout le monde est gagnant. Voilà, donc on se retrouve lundi. Comme toujours, la Chambre de commerce et d'industrie France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon.